un été de fermeture de l'estaminet de Radio Sud Besançon pour cause de rénovation, le temps a dû vous sembler long. Cela dit, tout arrive à celui qui sait attendre. Radiosud.net vous propose une semaine de rentrée intense placée sous le signe de la lecture et de la littérature. Une semaine à tout livre, débouchant sur le prestigieux salon Livres dans la boucle, organisé par le Grand Besançon Métropole. 200 auteurs et plusieurs centaines d'animations excentrées du vendredi 19 au dimanche 21 septembre. Alors, si vous le voulez bien, poussons la porte du patio de l'estaminet numéro 235 et voyons tout cela en détail. Bon retour sur Radio Sud, Besançon 101.8 FM et radiosud.net, la radio urbaine, humaniste, complémentaire, citoyenne et bien d'autres choses encore. C'est là un peu de mes joies quotidiennes. Gros millefeuille, tarte aux pommes fraîches. Donc vous êtes bien sur Radio Sud 101.8 FM et vous êtes dans un estaminet virtuel magique dans lequel viennent de se faufiler 3 invités qui sont un petit peu étonnants parce que on les appelle conservateurs, mais en fait c'est des découvreurs, c'est-à-dire qu'ils ont été fouillés dans les archives et ils ont trouvé des documents absolument top secrets qu'ils ont gardés de côté à l'abri de la rumeur publique, et on les reçoit, ils vont se présenter, ils sont au nombre de 3. Je passe la parole à Pierre-Emmanuel Guiret qui connaît beaucoup mieux ses invités que moi. Bonjour Pierre. Merci Mario. On est très ravis d'être là aujourd'hui tous les 3. Donc ce qu'on peut dire, en fait on est bibliothécaires tous les 3, on est à la bibliothèque municipale de Besançon et je vais passer la parole à mes 2 collègues pour qu'on entende leur voix. Et leur prénom et leur nom et leur mensuration. Je m'appelle Richard Luis, bibliothécaire. Ludovic Carré, je travaille à la bibliothèque, ex-libraire d'anciens, et je fais 1m73 pour répondre... et on s'arrêtera là. Oui, on s'arrêtera là. Ah bah c'est super Mario, on a des invités spéciaux aujourd'hui. Hein. Alors, Pierre-Emmanuel, donc toi tu es conservateur, quel titre exact, la hiérarchie Oui, c'est conservateur de bibliothèque, c'est le grade administratif. Ah oui. Donc tu es le dirlo de la... Je suis le responsable de la bibliothèque d'études et de conservation et des archives municipales qui sont 1 rue de la bibliothèque. Donc vous voyez, c'est facile à retenir. Mais en fait, la plupart des Byzantins ne connaissent pas cette bibliothèque et les archives parce que ce n'est pas la médiathèque Pierre Belle, ce n'est pas la bibliothèque principale que tout le monde connaît. Oui. Donc nous, on travaille avec les documents anciens, que ce soit les archives ou côté bibliothèque. Et notre mission, c'est d'essayer de les faire connaître. De faire connaître ces archives-là ou... Oui. Tu Sofiane, il y a des livres, il y a des endroits, le plus ancien des documents, il remonte à quand? Charlemagne. Charlemagne. Ça a l'air d'être toi la spécialiste des... Non, pas spécialement, mais tous nos documents sont visibles sur un site internet qui s'appelle Mémoire vive Besançon. Très bien. Donc on a des trésors cachés, mais on les montre aussi sur internet. Et tout le monde peut accéder à ces archives sur internet, c'est ça? Oui, exactement. Moi, parce que à chaque fois que je vois un invité, toujours j'essaye de faire rentrer mon métier. Je suis médiateur social dans les quartiers. Donc toujours je fais rentrer les quartiers au milieu. Après Mario des fois il s'énerve, mais toujours je glisse. Oui, parce que tous ces étrangers qui nous empêchent de lire les bouquins de Charlemagne, c'est quand même... Mais on les accueille volontiers et on leur présente les documents qu'ils souhaitent. C'est très intéressant. On a 400 000 documents, donc on a du choix. Ouais. On va faire une séance à Planoise, à Mandela, avec Ludovic. Je te laisse parler, Ludovic, sur la séance qu'on va faire. C'est qu'en novembre. Exact, le 8 novembre, le samedi 8 novembre, à Planoise, à la bibliothèque Nelson Mandela. Ce sera assez original, puisque ce sera une présentation d'un manuscrit médiéval très richement enluminé, les Chroniques de Froissart, mais en liaison avec Game of Thrones, la série de fantasy bien connue, puisque l'auteur de Game of Thrones et les auteurs de la série se sont très inspirés de manuscrits et de textes médiévaux. Ça sera dans quel cadre en fait cet événement? C'est un programme qu'on appelle nous 1 heure à lire ou 1 heure des archives qu'on fait 1 fois par mois ou 1 ou 2 fois par mois dans des bibliothèques à Besançon. Des quartiers et y compris les bibliothèques de quartier, pas uniquement rue de la bibliothèque, voilà, où on présente un document ou une archive, des archives emblématiques de ce que la bibliothèque possède. Et vous faites ça, vous allez le faire à Planoise ou vous allez toucher d'autres quartiers?
Les Clairs-Soleil On va à la médiathèque Pierre de Coubertin à Montraton, à Clairs-Soleil à la bibliothèque Aimé Césaire. Voilà, donc on se déplace, y compris maintenant à partir de l'année prochaine, dans des municipalités proches de Besançon qui font partie du Grand Besançon Métropole. L'information est dans un guide pratique que vous pouvez trouver dans le réseau des bibliothèques, le guide pratique des animations, et sur le site internet des bibliothèques de Besançon. Et on commence nos soirées 1 heure à livre dès jeudi à 18h sur Courbet, évidemment. Très bien. Donc demain, voilà, oui, très bien. Je vous pose une question. Comment on peut attirer les jeunes, en fait, à lire nos archives et à découvrir nos archives? Parce que vous parlez des archives qui datent depuis des années et des années et des années. Et c'est vraiment dommage de laisser ces archives-là dans la poussière cachée, alors que nos jeunes ils cherchent à savoir si on a toute cette richesse. On accueille énormément de classes, de primaires, de collèges, de lycéens à la bibliothèque. Dès qu'ils arrivent, ils se sentent dans un labyrinthe, ils sont dans les couloirs du temps, et ils sont fascinés par tous ces documents. Ils sentent bien que c'est leur histoire et qu'ils l'écrivent avec nous. Et que le patrimoine, c'est quelque chose qui se construit aujourd'hui pour demain. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, pour les adultes, c'est pareil. Personne connaît vraiment... Je demande juste vous approcher ou tirer un petit peu le micro. Pardon, est-ce que j'ai passé... Excusez-moi. Non, c'est moi. En fait, pour les adultes, c'est la même chose. Sauf les historiens ou les amateurs, personne connaît vraiment ce qu'on a. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est faire découvrir, partager vraiment... C'est très important. Les beaux documents qu'on a ou les documents intéressants. Et c'est ça qu'on essaye de faire, à la fois avec les jeunes, avec les adultes et puis surtout le territoire de Besançon. Moi j'étais tout à l'heure de 8h à 10h par exemple à la bibliothèque à accueillir des étudiants, une dizaine d'étudiants de la fac de lettres de Besançon qui eux sont spécialisés en fait en master sur le livre ancien, voilà, donc ils sont déjà intéressés par le sujet. Est-ce qu'on peut dire que quelque part dans la politique culturelle et d'éducation populaire, je dirais quelque part de gauche, lorsque les petites fugues emmènent des auteurs partout dans la périphérie, l'argent public il n'est pas destiné juste à ceux qui ont déjà l'appétence du livre. On essaie de faire le lien entre le plus prestigieux, fragile et ancien et les jeunes qui découvrent. Ça fait partie de votre mission de départ. Oui, je pense, oui, et en plus c'est assez, enfin Pierre-Emmanuel a peut-être plus de recul que moi là-dessus, mais je pense que j'ai l'impression que c'est assez nouveau finalement, en tout cas pour la bibliothèque d'études. Ça se faisait pas à ce point-là il y a 15 ans par exemple. Très bien. Oui, voilà. C'est vrai que nous, en fait, on est une bibliothèque de recherche pour les spécialistes, hein, c'est ce que je vous disais. Ah bah oui. Mais de plus en plus, on essaye de s'ouvrir au grand public. Et pas que sur place. Vous parlez de mémoire vive, qui est quand même fait partie du... Oui. Bah, c'est dommage si vous n'ouvrez pas cette archive au public, parce que c'est vraiment très très important que les gens savent que dans notre ville, on a des documents, qui remontent à des années en arrière. Oui. Et voilà. C'est pour ça qu'on essaye d'aller hors les murs, comme on dit, c'est-à-dire d'aller là où les gens sont. Et puis aujourd'hui, avec vous à la radio, c'est formidable pour vous. Aussi, est-ce que vous pensez que c'est faisable, qu'on peut faire des ateliers avec les jeunes, qu'on leur fasse découvrir tout ça? Tout en poursuivant une convention dans les règles, hein, c'est possible. Ah oui. Oui, on accueille facilement des groupes en le divisant pour être une dizaine autour de l'ouvrage précieux. Ça donne aussi un privilège plus important, puis comme ça chacun y a accès. Et puis on a un bâtiment qui a déjà 200 ans, qui est absolument superbe. On vous invite à venir le découvrir pendant les journées du patrimoine. On sera ouvert de 10h à 18h, samedi et dimanche, pour faire des visites de l'exposition Courbet et de la bibliothèque. Alors il est 11h19, vous êtes à l'écoute de Radio Sud sur 1.8 FM et radiosud.net. C'est la semaine à tout livre. 4 fois 3 heures, on accueille absolument tous les acteurs du livre, les auteurs, les éditeurs, les organisateurs de salons, les poètes, les dessinateurs. Et donc là, on accueille ceux qui gardent le trésor absolu. Et on va passer à la deuxième partie de notre intervention. C'est que le buzz, le moment chaud, c'est à propos d'un peintre barbu, turbulent, bien connu dans le monde entier. Et qu'est-ce que c'est que ce mystère-là? Je sais pas, je sens qu'il y a des polémiques. Qu'est-ce que vous avez été trouvé dans les échafaudages de la... Si vous voyez leur tête...
Tout a commencé par le plus grand des hasards le 15 novembre 2023, donc il y a bientôt 2 ans finalement, voilà, un mercredi matin vers 10h30. Voilà. Donc, Ah, ça c'est beau, je suis astrologue, je vais noter ça sur le thème. Voilà. Super. Et donc nous nous étions rendus au grenier de la bibliothèque pour travailler sur quelque chose dont on savait que ça se trouvait au grenier de la bibliothèque. Voilà, on était 4, il y avait une 4e collègue avec nous, et en ressortant, notre collègue Agnès Barthelet a été attirée par une note manuscrite assez mystérieuse, dont je peux lire le début, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et donc la note manuscrite en question commençait ainsi. Il y a 40 ou 50 ans environ, une personne remit au conservateur d'une bibliothèque publique des lettres scabreuses, ornées de dessins, écrites à une dame par une personnalité célèbre du 19e siècle. Elles furent remises à ce bibliothécaire avec charge pour celui-ci de les garder, mais sans les communiquer à qui que ce soit et sans les publier. Ces conditions furent exprimées oralement, il n'en reste aucune trace écrite, etc. etc. Alors le mec qui aime bien les informations pures, le qualificatif de scabreuse, déjà, on entend que ce mot-là. Ce qui est frappant en fait dans cet extrait, dans cette note, c'est c'est complètement lacunaire. Vous voyez, le nom de Courbet n'apparaît pas, le nom de sa correspondante n'apparaît pas non plus, le nom de la bibliothèque non plus. Voilà, en fait. C'est un document, voilà, retrouvé. C'est le point de départ. Voilà, parce que c'est vraiment cette note qui a attiré l'œil de notre collègue, et c'est comme ça qu'on s'est arrêté sur place au grenier et qu'on a découvert l'existence. C'est magnifique. Allez-y, pardon. Alors juste sous cette petite note, il y avait une pile de lettres de à peu près 3 cm qu'on a commencé à feuilleter, et là vraiment on a une grande excitation qui a commencé à monter. Je vous en prie, dans le mesure groupe. tes termes. Une excitation patrimoniale. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était des lettres... on voulait savoir qui c'était cette personnalité célèbre du 19e siècle. Donc c'était un certain Gustave à Ornans. Ah oui. Ça vous donne déjà des indices. Après, la dame, elle signe de son nom Mathilde Carly de Sphazema, mais elle, on la connaît pas. Contrairement à Gustave Courbet à Ornans. Alors tu dis Gustave, essayons avec les auditrices et auditeurs de se mettre dans la peau de vous, votre collègue. C'est vrai que Gustave, on se dit, mais en même temps on n'est pas sûr, il y a peut-être d'autres Gustave, donc la recherche commence. Il y avait des enveloppes dans cette liasse adressée à Monsieur Gustave Courbet à Ornans, donc le mystère a été rapidement elle n'a pas levé. duré longtemps. Et puis on a d'autres lettres de Gustave Courbet, on connaît son écriture, et on a pu facilement comparer les 25 lettres qu'on avait trouvées avec les quelques lettres qu'on Alors là, c'est au nom de la rose. Tout à coup, toute l'équipe commence à flamber. Excusez-moi Mario, si vous trouvez un trésor ou de l'argent, c'est à moi. Voilà. C'est à moi. C'est mon grand-père qui... Alors, donc, je rigole, c'est très important tout ça. Si tu veux, l'idée, c'est qu'on a du mal à ressentir l'empathie du boulot des autres, et ainsi de suite. Là, vous vous retrouvez dans l'adolescence... avec l'espoir, mais en craignant. Comment ça se passe entre vous? On va voir le chef, on dit est-ce que tu y crois? Comment ça a évolué? Je sais que moi je me suis tout de suite passionné pour le corpus de lettres, voilà, parce que c'était assez sidérant de tomber sur des lettres de Courbet visiblement inédites, et en plus on s'est tout de suite aperçu que le contenu était très spécial, puisque à chaque page des mots qui apparaissent, il y a des enfants qui nous écoutent. Allô, est-ce qu'il y a des enfants? Écartez-vous de la radio. Voilà, les mots qui apparaissent le plus, ce sera pin, foutre, couille, etc. Voilà, donc c'est sidérant. Ah oui. Par le contenu. Même à l'époque, ils étaient comme nous. Voilà. Oui, c'est assez universel apparemment. Oui. Alors pour répondre à Mario, on était complètement sidérés. En tout cas, moi j'étais complètement sidéré. J'avais du mal un peu à y croire. Et c'est vrai qu'on a eu un petit temps de stupeur avant d'en parler à notre directeur, donc c'est M. Henri. Tu y crois presque pas, quoi. Oui, il y a un peu ce côté-là. Voilà. Ouais, parce que découvrir un trésor au grenier, comme tu dis, c'est un petit peu dans les livres, quoi. Hein, oui, on se croirait dans la belle histoire. Je sais pas, du Dan Brown ou autre, voilà, finalement. Après, surtout. Ouais. Continue. Même si on a, sur le moment, pas de doute, voilà, sur l'authenticité des lettres, voilà. C'est l'écriture de Gustave Courbet, comme le disait. Mais après, c'est normal. Chaque époque, ils ont leur spécifique. Oui. Alors après, c'est vrai que du coup, assez vite, on a prévenu la municipalité, c'est remonté jusqu'à Madame la maire. Et puis ensuite, on a organisé un petit peu notre plan de bataille pour publier le scoop, mais seulement 1 an après. Ah oui. C'est-à-dire, avant de publier le scoop,
il a fallu qu'on travaille sur les lettres, qu'on étudie à fond, qu'on fasse tout le déchiffrage complet des lettres, qu'on étudie toutes les questions pour essayer d'avoir le maximum de réponses. Parce que quand on a publié le communiqué de presse en novembre 2024, on a eu tout de suite plein de questions. C'était il y a 10 mois. C'est très important. Hein, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cultures que vous avez trouvées, d'autres lettres qui viennent de l'étranger de sa correspondance, tu veux dire? Ouais, ouais. C'est unique, vous avez trouvé d'autres correspondances de Courbet, ou d'autres ont trouvé des... Alors, à la bibliothèque ici, vous Ouais, voyez ici, dans les archives, ouais. Alors ici, à ma connaissance, c'est la seule fois où on est tombé sur quelque chose qui n'était pas du tout inventorié, qui ne figurait pas au catalogue de la bibliothèque, puisqu'en fait, la petite histoire, c'est que les lettres, la note manuscrite en question qui accompagnait les lettres, elle dit que les lettres ont été déposées sous le sceau du secret, que c'était oral, mais le secret s'était perdu jusqu'au milieu des années 80. Et là, il y a quelque chose, je suis un peu fouinard, je vais jouer les journalistes de BFM TV, mais quelque part, lorsqu'on voit le buzz, les infos, les algorithmes et tout, quelque part vous dites, Besançon, la bibliothèque de Constantinople, on va être au centre de tout un monde entier, et quelque part c'est positif. Est-ce que vous avez fait le lien entre la rareté, la beauté de la découverte et l'utilisation qui pouvait être positive pour votre institution? Le service de communication a été informé assez vite et a mis en place des conférences de presse. Et justement la possibilité de faire venir la presse nationale. Donc on a reçu énormément de médias nationaux à la bibliothèque de Besançon en novembre 2024 et en mars, juste avant l'exposition. J'imagine que comme les labos, on a besoin d'argent des fois et que ça peut être une aubaine pour l'institution. Pierre-Emmanuel, les sujets secrets. Oui. En fait, c'est des lettres qui ont une valeur monétaire. Alors bien sûr, on ne va pas le vendre parce que c'est le patrimoine commun. Et donc, nous, évidemment, le but, c'est d'en faire profiter à tout le monde. Mais on est conscient de la valeur à la fois monétaire et médiatique, en fait, de ces lettres. Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler de Besançon dans le monde entier, cette découverte. Donc, de ce point de vue-là, nous, on était ravis parce que ça a aussi fait parler de la bibliothèque. Donc, pour nous, c'est une occasion en or de se faire connaître. Voilà, comme on vous disait, notre ambition, notre souhait, c'est d'être connaître un peu tout le monde. Donc là, on était ravis. C'est quelque chose de surréaliste parce que un bout de papier moisi dans un coin qui attendait rien finit par provoquer des milliers d'événements. Alors, ils ne sont pas moisis, justement, c'est ça qui est bien, c'est que les lettres étaient parfaitement conservées. Elles étaient au grenier, mais dans un petit meuble, si vous voulez. Elles y sont restées pendant des décennies. Mais c'est des bons à rien, les mecs qui travaillent dans cette baraque dans la ça. On ne peut pas laisser dire ça. Voilà. Faut qu'on précise un petit peu ce que tu disais, Ludovic. Oui. Donc les lettres ont été données par un ami de Courbet. Après la mort de Courbet, les lettres ont été conservées par un de ses amis qui s'appelle le docteur Charles Blondon, qui était de Besançon. Il meurt en 1906. Et les lettres sont arrivées à la bibliothèque à peu près à cette date, donc c'est très certainement lui qui les a données, en disant vous les gardez secrètes parce que c'est pas le bon moment pour les publier. Et donc c'est resté comme ça pendant tout le XXe siècle. Il y a eu 3 conservateurs qui se sont passés l'information en disant j'ai un secret incroyable à te transmettre. Et après 1987, l'information ne s'est pas transmise, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est à partir de là que ça a dû arriver au grenier. Et nous, on les a retrouvés parce que on va bientôt déménager. Il y a une toute belle bibliothèque qui est en cours de construction à l'hôpital Saint-Jacques à Chamard. Et donc, on a commencé à ranger nos greniers, comme chacun fait quand on prépare un déménagement. Et c'est grâce au déménagement, au futur déménagement, qu'on a pu retrouver les lettres. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont ressorties en 2023. Alors, pour honorer nos invités, vous êtes 3, donc Pierre-Emmanuel, conservateur. Les 2 autres, vous 3, ça a été quoi la division du travail? Quelle a été votre fonction à partir du moment où vous avez trouvé les lettres? Ludovic est tombé dans les lettres de Gustave Courbet, et il y avait 90 lettres de Mathilde, et il a fallu se répartir le travail pour les transcrire. J'ai été gâtée, j'ai eu la faim, et le mois d'avril est très chaud. Et
Et donc, j'ai oublié ton prénom. Ludovic. Et toi, donc, après avoir découvert, enfin, avoir été l'un des premiers à alerter, tu as fait quoi? Tu t'es dit, je suis fier de moi et t'as arrêté toute activité? Bon, bah, moi, je me suis tout de suite passionné pour la découverte, donc j'ai pris sur mon temps personnel, en fait, pour commencer la transcription, pour en savoir vraiment plus ce que contenaient ces lettres, parce qu'il y avait donc en tout 116 lettres, plus de 520 pages manuscrites, ça faisait un gros corpus à étudier. 520 pages. Oui, au total, oui. Elle est très bavarde, Mathilde Carly de Svazema, donc la jeune femme qui écrit à Gustave Courbet. Alors, je t'interromps, mais comme je suis malicieux, puis la littérature érotique existe, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il faisait beaucoup de choses, ou est-ce qu'il les imaginait et se voyait rarement? Est-ce qu'on a élucidé? C'était un acteur, Mario, à l'époque, voilà. Non, mais ça, est-ce qu'on peut deviner qu'il se voyait souvent, ou c'était un peu un truc à distance, Anaïs Nin, Miller, ou je sais pas quoi? À distance. C'est complètement platonique. Elle était à Paris, il était à Ornans. Ah oui. Ah, c'est merveilleux, mais c'est quand même un mystère. Est-ce qu'ils se sont touchés une fois ou non? On ne sait pas. Non. Jamais. Non. Tu peux affirmer comme ça, alors je suis procureur, comment tu peux savoir, ou même pas une fois, ou non, on ne sait pas. Non, parce que quand la correspondance commence, Courbet il est à Ornans, et plusieurs fois il lui demande mais où est-ce que j'ai pu te voir, et voilà, elle lui dit mais non, tu ne m'as jamais vu. Mario, on parle d'un papier qui date des années et toi tu cherches est-ce qu'il l'a touché ou pas? Moi je suis journaliste, je veux savoir s'il y a un fond de vérité ou si c'est la créativité du désir. Bon alors il l'a touché 2 fois, ils se sont vus à côté, voilà c'est bon. Alors mais quelque part, forcément ça fait partie du corpus de votre aventure. Alors c'est ce qu'on explique quand on fait visiter l'exposition. C'est une exposition qui va bientôt fermer, là, qui a duré 6 mois. Et c'est vrai que tout le monde se sent concerné par cette histoire, parce que c'est une histoire un peu universelle. Et donc la grande question, bah, c'est ça, c'est est-ce qu'ils se rencontrent. Alors malheureusement, ils n'ont pas pu se rencontrer, alors qu'ils parlent très souvent de ça. C'est-à-dire quand on va se rencontrer, on va faire plein de choses. Mais Pierre-Emmanuel, tu sais très bien que si c'était rencontré, il n'y aurait eu que 7 lettres. Alors c'est vrai qu'il y a ce moteur, c'est-à-dire cette excitation à distance, cette séduction, qui fonctionne très bien dans les lettres, et donc ils vont faire un petit peu de la littérature pour entretenir le sentiment à distance. Et c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant, ces lettres. Ils vont se raconter plein de choses, et notamment Gustave Courbet va livrer des choses très personnelles qu'on n'avait pas du tout dans sa correspondance qu'on connaissait par ailleurs. Donc il n'y avait pas du tout ce genre de lettres, cet aspect érotique, on ne l'avait pas du tout pour Courbet, alors que c'est très connu dans sa peinture. Donc c'est pour ça que cette découverte a été aussi incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas y croire au début, parce que vraiment c'était un coup de chance. Il est 11h33, vous êtes à l'écoute du spécial à tout livre avec donc la découverte de la correspondance de Gustave Courbet. On est donc avec Pierre-Emmanuel et son équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas vraiment creusé, hein, mais plusieurs personnes de mes amis parlent de polémique, de ne pas être d'accord. Quels ont été les vents contraires à la découverte, à sa publication, et maintenant à la lecture au Salon du Livre, parce qu'on en parlera, je crois qu'il y a une lecture au livre Moselle. Quels ont été les ennemis? Déjà, c'est la querelle d'Hernani, c'est Raoult contre le reste du monde. Est-ce qu'il y a des gens qui vous embêtent? Il n'y a pas eu de... Non, enfin on ne peut pas dire voilà, qu'il y a eu d'opposition, que ce soit nous à la bibliothèque ou avec des élus ou l'équipe municipale voilà, contre les personnes qui sont opposées à la publication des lettres, malgré leur caractère effectivement scandaleux, voilà, mais scandaleux en 1872 ou au début du XXe siècle. Voilà. Donc on vous a encouragé à chercher. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu sens des opinions divergentes ou non Je dirais qu'il y a eu certainement un petit peu de jalousie de la part des spécialistes de Courbet ou des musées qui ont des tableaux de Courbet, parce qu'ils auraient bien aimé être à notre place. Ah bah oui, bah c'était tellement très beau important, ça. qu'on a senti parfois un petit peu de jalousie. Par exemple dans les commentaires des spécialistes par rapport aux livres qu'on a publiés chez Gallimard, Ville de Besançon, on a publié toutes les lettres. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Alors ils ont écrit que si eux avaient fait ça, ça aurait été mieux. Voilà. Effectivement, nous... C'est un peu comme Pasteur par rapport à l'IHU.
Voilà, c'est ça. Oui, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que la découverte est vraiment exceptionnelle et qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être à notre place. Alors, Mais c'est tout. Après, tout le monde est beau joueur et tout le monde se réjouit. et il n'y a pas de photos parce que Mario il est curieux. Elle lui a pas envoyé des photos? C'était des lithographies. Alors, il y a... Il y a une photo, Mario. On a une gravure, on a un portrait d'elle, Ouais. réalisé par Pata. Voilà. Et puis on a sa première lettre. Est-ce que vous voulez découvrir Mathilde à travers ces mots? Vous voulez que je vous la lise? Ah bah oui, en tout cas, oui, bien sûr. Alors le 21 novembre Alors attends, 1872. pour que les gens écoutent bien, les chauffeurs de taxi, les gens qui font la vaisselle, tout ça, on fait un petit silence d'introduction de Belgrado. Le 21 novembre 1872, elle écrit « Monsieur, le malheur nous a tous frappés. Et tous les jours mon cœur pleure et saigne à la fois en pensant à la douleur infligée par la calomnie et par messieurs les journalistes qui ne doutent de rien. Ah oui. Vous êtes monsieur artiste et un artiste rempli de talent. Il y a plusieurs années que j'admire vos œuvres, plusieurs années que je désire vous connaître et vous voir. Pardonnez à ma brutale franchise. L'envie qui me dévore n'a fait qu'augmenter. Vous êtes homme de génie. Le génie n'habite pas toujours auprès de nous. J'avais fait sur moi-même un effort, espérant arriver jusqu'à vous. Je suis allée demander votre adresse à monsieur Carja, qui est votre intime ami. Vous êtes si loin de moi que je ne puis aller vous voir. Cependant, j'aurais été si heureuse. Mais le bonheur, je le vois bien, n'est pas fait pour moi. Quand donc venez-vous à Paris? Quand donc me sera-t-il permis de vous voir? C'est les liaisons dangereuses. Ce que j'aime bien, je me permets de sortir du cadre de l'intervieweur, mais j'ai l'impression que votre travail qui est quand même rigoureux, il ne faut pas toucher les choses n'importe comment, il ne faut pas les perdre, il faut les classer, il y a du précieux alors que c'est vieux, ça libère votre créativité. Alors, il a fallu être un peu créatif en fait quand même parce que aussi bien pour Gustave que pour Mathilde, Gustave Courbet et Mathilde Carly, ils ont parfois une orthographe et une ponctuation qui est fantaisiste. Et nous, notre travail, ça a été de moderniser un peu, quand même pour le lecteur justement. Dans les limites du raisonnable évidemment et en essayant de rester fidèle au texte d'origine. Super. Vas-y, prenez librement le Oui. parole. Il y a un aspect très très vivant dans l'exposition. Les visiteurs s'attendent pas du tout à ça, parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc c'est la première fois qu'on a autant de gens qui gloussent dans une exposition de la bibliothèque. J'ai une idée de reportage sonore, il faut envoyer Lina pour enregistrer les gloussements des visiteurs. Voilà. Et là, c'est bientôt fini l'expo. Oui, c'est bientôt fini, mais ça va. on prolongera J'ai des ça. Sur Mémoire vive, on va mettre en ligne toutes les lettres, les 116 lettres. Et puis on pourra toujours accueillir des groupes. Ça, Ah ben moi, possible. justement, à partir de 15 ans. Ah ben moi justement, j'ai un rendez-vous avec l'école Deuxième Chance cette semaine. Et ça sera avec un énorme plaisir que je propose... Présente l'école de la Deuxième Ouais. Chance, que les gens sachent, tu me dis deux mots. Donc sur- l'école Deuxième Chance, c'est l'école pour les jeunes qui veulent reprendre le parcours d'études. Et voilà, c'est des jeunes qui étaient en situation difficile, donc ils ont arrêté leurs études. L'école Deuxième Chance, elle leur donne une deuxième chance de reprendre les études et de partir dans le parcours professionnel une deuxième fois. C'est très très important. Donc on accompagne ces jeunes, nous, Radio Sud, on les accompagne pour avoir une confiance en eux-mêmes et tout. Donc ils viennent ici dans le cadre d'un stage de découverte, soit un stage de fin de leurs études à l'école Deuxième Chance. Donc à chaque fois on a des groupes, on leur fait découvrir tous les instructions avec qui on travaille et tout. Voilà. Je pense que ça peut très bien marcher avec un groupe. Après comme il ça, parce dépasse que- 15 ans, hein. Vous inquiétez pas. C'est bien. Et puis le sujet intéresse a priori comme tout le monde. Même Donc- les écoles non, hein, nos Mais je crois écoles- que ça fait partie de votre mission. Oui. La seule limite, c'est qu'il y a des contenus un peu érotiques, très Ah bah ça, y a pas de explicites, problème. mais à part Oui, ça... mais il y a des limites. Ah, on prend les plus de 18 ans. Alors, c'est vraiment nul ce que je vais dire, mais j'imagine, je pose la question, est-ce que certains visiteurs de l'expo se comportaient pas comme des gens qui vont dans un pipe show, qui vont dans un Eros Center, dans leur manière de... Je sais pas s'il y a des... Est-ce que
leur déambulation par rapport aux habitués, est-ce que vous avez remarqué malicieusement quelque chose? Il y avait des petites loupes qui permettaient de lire les textes les plus floutés. Donc effectivement, dès qu'on voyait quelqu'un prendre une loupe, on voyait qu'il était très curieux. Ah. Mais en fait, justement, on a proposé une exposition qui permettait des clés de lecture différentes. Si on voulait énormément rougir, ou au contraire, si on voulait plutôt rester dans un contexte de la guerre de 1870, de qui est Courbet, de qui est cette Mathilde Carli de Svazema, et de toute l'intrigue qui se joue entre les deux. Parce que la grande question, c'est est-ce que c'est réellement de l'amour? Ils nous ont menti en fait. Ils nous ont fait croire à la guerre et tout, alors que eux ils sont en l'air tout le temps. C'était une époque turbulente en plus. Ludovic, tu avais choisi de lire un passage peut-être de la première lettre qu'on conserve de Gustave Courbet. Ça va vous éclairer sur cette question. Stérénis disait tout à l'heure que beaucoup de gens gloussaient effectivement devant beaucoup de passages qui figurent sur les Alors cartels je fais dans notre l'exposition. petit silence propitiatoire. Il y a aussi une musique. Je vais mettre une musique. Non, mais pas de musique. Il faut le silence et qu'il puisse nous lire les choses avec la passion qu'il... Donc il s'agit de la première lettre de Gustave Courbet qui est conservée. Elle date du 19 décembre 1872 et elle commence comme ceci. Petit lutin chéri, petit démon ardent, tu devances mes aspirations. J'étais ce matin dans mon lit, ne dormant pas depuis la pointe du jour. J'attendais le facteur, je pensais à toi, je n'ai pas besoin de te le dire. Je me disais, comment pourrais-je arriver à exprimer à ma petite femme le besoin que j'aurai de sa petite Rosette lorsqu'elle aura ses fins de mois? Cet anglais brutal, c'est l'ex-mari de Mathilde, n'aura peut-être pas songé à lui prendre ce pucelage. Je me disais, je trouverai le moyen de m'y prendre délicatement. Avec le temps, elle y arrivera. Voilà donc un extrait. J'ai pas compris le mot Rosette, c'est à voir avec la Légion d'honneur ou... Mario. Mario. On parle beaucoup de la Légion d'honneur dans cette exposition parce que Gustave Courbet l'a refusé et que le père de Mathilde Carli de Svazema l'a eu. Bien oui. sûr, c'est pour ça que j'avais... Mario, un autre passage pour Mario? Un autre petit passage? Oui, bien sûr. Alors un troisième passage avec une Troisième troisième passage. voix. Oui. Alors là, c'est une lettre de janvier 1873, toujours de Gustave Courbet, qui s'adresse à Mathilde. Et il faut deviner quel est le célèbre tableau de Gustave Courbet auquel il fait référence. Très bien. Donc il y a une devinette. Quand je te tiendrai, mon chéri, sais-tu ce que je veux faire? Je veux faire un portrait scrupuleux de ton grand conte dans sa couleur merveilleuse. Je veux le faire sur un panneau qui doublera ma boîte de peinture. Je l'aurai toujours avec moi. Il enchantera mes rêves où que je sois, qu'il pleuve ou que le ciel soit bleu. Je l'aurai avec moi. Il sera dans un coulissant au fond de ma boîte de peinture. Nous le ferons ouvert ou fermé dans les moindres détails. Nous ferons sa motte dorée avec ses frisettes, ses poils qui s'échappent, la naissance de tes belles cuisses, de ton ventre blanc et rebondi, dans tous ces tons chauds, rosés, incarnats, opales, dans toutes les nuances qui lui donnent la jouissance et qui l'inspirent. Alors, écartez-vous de la radio de temps en temps. Ceux qui ont Et le truc qui est incroyable, c'est que j'ai mis une petite chanson en fond. C'est une petite musique en fait. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse à la devinette? Non. Non, pas... C'est Mario qui est... Alors, moi, je vais répondre par une autre affirmation. Il y a un auteur qui s'appelle Henry Valentine Miller, Henry Miller, qui a écrit dans les tropiques du Cancer du Capricorne, sur 27 pages, une description du calibistrie de sa partenaire. Donc, je dirais petit Rosette calibistrie. Donc, voilà, je crois que j'ai deviné. Non, mais c'est de l'érotisme artistique, quoi. Je veux dire, c'est... Comment des gens peuvent être offusqués de ça, quoi. Alors cette lettre, elle est vraiment particulière parce qu'elle évoque donc un tableau qui est célèbre aujourd'hui puisqu'il est au musée d'Orsay depuis 1995. On parle de l'origine du monde. Le tableau a été peint en 1866, c'est-à-dire 6-7 ans avant que Courbet écrive cette lettre. Mais il l'avait encore dans la rétine. Et puis ce qui est très étonnant, c'est que ce tableau était caché quand il était chez des propriétaires privés. Et que, évidemment, Gustave Courbet annonce qu'il ne pourra pas ouvrir sa boîte de peinture dans les champs à Ornans avec un tableau comme celui-là, mais qu'il sera caché par... Il est 11h44, Radio Sud, à tout livre, la semaine. La dernière partie de notre entretien, c'est
la présentation au livre dans la boucle par une lecture. Alors, donner les informations, quand, où, nous expliquer comment les choix ont été faits et ce à quoi on doit s'attendre. Oh, pardon, j'étais distrait de Pierre-Emmanuel. Peux-tu pas de problème. Alors, il y a une rencontre autour de Courbet qui met à l'honneur ses lettres et c'est le vendredi. Donc ce vendredi, on sera le 19. C'est au Cénacle à 17h. Le Cénacle, c'est donc l'ancien théâtre de Bacchus. Exactement, oui. Donc ça commence par une lecture des extraits de lettres, un peu comme on a fait, mais par Emma Becker, qui est une autrice de littérature érotique, qui a trouvé que c'était vraiment très intéressant par rapport à ce qu'elle-même écrit. Oui. Donc ça dure 1 heure, et à 18h, il y a une discussion avec Emma Becker et avec nous trois, et animée par Thierry Savatier, qui est le spécialiste du tableau L'origine du monde, dont on parlait, qui est le tableau le plus célèbre de Courbet aujourd'hui. Alors je t'interromps, mais le quartier où ça se passe, il y a quelqu'un qui était l'ancien, c'était votre prédécesseur, qui a écrit les mémoires d'un vieux paillard, et tout le quartier, là, c'était le quartier des prostituées, et dans tout le quartier, c'est là qu'il y avait les bordels, et ainsi de suite. Quelque part, la malice de l'histoire. Oula, aujourd'hui, en fait, c'est un peu spécial, quoi. On peut répéter la date? Oui. Donc vendredi 19 septembre à 17h au Cénacle. Il faut louer, c'est payant. Alors, il faut s'y prendre. Non, il faut venir un petit peu en avance parce qu'il n'y a pas de réservation. Cette année, au Festival Livre dans la boucle, il y a des événements qui sont sur réservation, où les gens bien organisés peuvent s'inscrire à l'avance. Et puis il y en a aussi d'autres qui sont en accès libre, mais du coup, il faut venir un petit peu avant pour être sûr d'avoir une place. Est-ce que vous avez participé à la scénographie? Vous avez discuté sur la manière de lire, ou c'est l'artiste lui-même qui a pris? En fait, on a proposé une sélection qui dure à peu près 50 minutes. Mais Emma Becker a trouvé ça tellement bien qu'elle a, en lisant le livre avec toutes les lettres, elle a choisi elle-même d'autres passages qui lui plaisent plus. Donc ça, et Emma Becker, c'est une écrivaine? Oui, c'est une écrivaine qui a déjà publié plusieurs livres de littérature érotique. Elle est de Besançon? Non, elle habite dans le sud de la France en ce moment. Ah bah elle sera invitée, elle va venir. Elle va venir, oui, tout à fait, elle sera libre dans la boucle. Non, c'est pas toi qui seras envoyé pour leur Si, je vais l'inviter à mon émission, c'est très important. On va toucher tous les... Est-ce qu'on risque pas, comment vous dire, il est 11h47, Radio Sud, est-ce que vous risquez pas le baby blues? Parce qu'après une telle aventure, le quotidien, vous allez chercher dans toutes les étagères. Non mais sérieusement, vous êtes au cœur de la passion, elle est en train de retomber. Comment vous vous situez psychologiquement? Moi je me dis que il y a le livre qui restera de toute façon, voilà. Les 520 pages, voilà, les 116 lettres, voilà, qui sont là, qui restent, voilà, qui peuvent être lues et relues, voilà. On a plein de mystères à résoudre encore, parce que si on sait que Mathilde est née à Orléans en 1839, on ne sait toujours pas ni où ni quand elle est décédée, et on a encore plein d'autres choses à découvrir. J'espère que vous n'avez pas trouvé des habits en fait. 6 habits, c'est... Elle est peut-être dans le domaine des cordes et des univers parallèles à continuer d'écrire des lettres en ce moment. En tout cas, elle avait un réel talent d'écriture, parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que c'est une escroquerie sentimentale. Mathilde Carry, elle n'est pas du tout amoureuse de Courbet. C'est quand même... je sais pas, on peut pas savoir. Peut-être elle est folle amoureuse de lui au point où on voit tout. Je vais vous donner des confidences sur ma propre carrière d'écrivain. Il y avait une amie allemande rencontrée en Italie avec qui on a échangé des lettres. Et puis, la dernière lettre qu'elle m'a envoyée en réponse, elle me dit « c'est très bien écrit, mais ça ne s'adresse pas à moi ». ce qui est bien le cas. Qu'est-ce que vous voyez Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, c'est vraiment une drôle d'histoire. C'est ce qu'on dit aux visiteurs quand on finit la visite de l'exposition. Et pour nous, c'était une belle aventure. C'était une drôle d'histoire, une belle aventure. Et tous les collègues de la bibliothèque et des archives sont un peu tristes que l'exposition se termine. Parce qu'on a eu plein de gens qui sont venus, qu'on ne voit pas d'habitude. Et ça, c'était vraiment très bien. Il y avait du monde? Oui, il y a eu plus de 3000 personnes déjà,
Et là, avec le week-end du patrimoine, on espère qu'on va arriver à peu près vers les 4000 en tout, ce qui pour nous est très très bien, c'est quasiment notre record. Plus Alors que le là, salon de livre en entier, quoi. On voit la bobine de foot. Non, quand même pas autant que le salon ça de va, livre, une petite mais oui, une exposition qui ramène plus de 4000 personnes, donc oui, oui, nous on est très contents. Très, très important. Et puis les gens sont ravis en fait. Alors de il est découvrir cette histoire. 11h50, ça touche à notre fin, on a encore un tout petit peu de temps. Moi je vois le générique de fin, puisque en ce moment on est filmé par l'association Lumière qui nous Air de Lumière. On se croirait à Hollywood. Le générique de fin, c'est le dernier employé de la maison qui ferme la maison, et les couloirs sont vides, les livres sont rentrés, il y a un petit veau qui passe par la fenêtre et générique, c'était une belle aventure. Ça va être ça ou vous allez inventer quelque chose de nouveau? Bah, ça va être ça, normalement. Un petit passage à la fin. Il y a un petit peu de mélancolie parce qu'on se dit qu'on va bientôt déménager aussi, dans 3 ans. Ah oui. Alors voilà, c'est un petit peu pour finir en beauté, cette découverte c'était parfait quoi. Moi qui ai passé pas mal de temps dans notre aventure carte postale et ainsi de suite, vous m'avez accueilli, je me rappelle, j'étais assis dans mon coin, je fouillais partout. Moi je suis un amoureux des livres et de Umberto Eco. Ça me ferait vraiment suer d'être dans un bâtiment. Ah bah oui, ce sera une je suis sûr que quelque part les gens ne vont pas écrire les mêmes choses quand ils seront là-haut qu'ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors cette année on va faire des visites chaque mois du bâtiment parce que d'habitude on fait une fois par an pour les journées du patrimoine. Donc là on s'est dit il y a tellement de gens qui sont attachés à ce bâtiment ou qui seraient contents de le découvrir. C'est vraiment un beau bâtiment, c'est une bibliothèque qui a été construite il y a 200 ans. Elle a un charme fou. Donc voilà, chaque mois on fera des visites, oui, parce donc que tout le monde pourra en profiter. On est dans la rue stupide, on se croit dans un truc de littérature postmoderne des débuts de l'année. La bibliothèque, rue la bibliothèque, on monte l'escalier qui est assez abrupt en 2 pans, puis on se glisse, il y a des gens qui sont en silence, il y a un silence ouaté qui s'impose et tout, puis on se glisse vers vos collègues qui sont à l'entrée, on demande un truc, on se demande si on va être bien reçu ou non, mais en général on l'est bien. Puis alors après, quand on a la chance d'avoir franchi, parce qu'on fait une recherche intéressante, on est amené par l'un d'entre vous dans le couloir, alors on est encerclé par des murs de livres qui datent de je sais pas quoi, puis on est reçu, c'est un sas initiatique, ça va être comment l'entrée dans vos bâtiments à Aix-Saint-Jacques? Ce sera très grand, très lumineux, bruyant aussi, parce qu'il y aura tous les âges, tous les documents. Il n'y aura pas simplement les collections patrimoniales, mais il y aura surtout les BD, la presse, les CD. Donc on sera dans un univers complètement différent. Mais justement, nous, on se réjouit de pouvoir se dire qu'on pourra descendre de temps en temps des documents patrimoniaux auprès du grand public et présenter un document incroyable à tout le monde. Vous vous éloignez du grand séminaire, et moi ce qui m'inquiète, c'est que où vont aller les moines tueurs de Umberto Eco? Où vont-ils se réfugier? Vous avez quelque chose de plus sérieux à ajouter pour dire au revoir à nos auditeurs? Pour les inciter à se précipiter avant que ce soit Il trop faut tard. les encourager à venir à l'exposition qui clôt le 21 septembre, donc dans quelques jours, voilà, et puis à se ruer sur l'ouvrage qui est disponible dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Je pense que c'est pas, vous n'avez pas besoin de les encourager, faut juste en parler, ils vont venir tous. Et venez nous écouter vendredi pour Livre dans la boucle, rue de la Vieille Monnaie. Bien sûr. Voilà, et aussi on pourra se rencontrer pendant tout le salon Livre dans la boucle, on sera en dédicace, tous les 3 on va se relayer, parce que du coup on sera aussi pour les journées du patrimoine à la bibliothèque en même temps. Donc si des gens ont envie de venir discuter un petit peu de ce qu'on a expliqué, voilà, ils pourront nous trouver au salon Livre dans la Tu es à boucle. quel endroit, dans quel stand? C'est le stand vous êtes à quel numéro endroit? 4, Maison de la 4. Presse. Et ça se trouve par rapport à l'entrée principale? Et ben au milieu à peu près. Milieu. 4. Oui. Peut-être un dernier mot pour revenir sur l'idée de Sofiane d'acheminer des publics différents. Quelles sont les choses que vous organisez déjà bien avant nous? C'est quoi les actions de démocratisation de la... Vous pouvez nous en parler? Et on est en contact régulièrement avec les enseignants qui peuvent nous appeler et prendre rendez-vous. Et puis avec les associations de quartier, les groupes, voilà. Et on propose des visites guidées des lieux, des présentations de collections et la visite de l'exposition quand il y en a une. Très bien. Moi, Mario, je rajoute
En tous les cas, cette belle rencontre ne va pas finir comme ça. On va essayer de se voir après le salon, donc on laisse le salon, il passe, et on va se rencontrer pour mettre en place des ateliers. Parce que je pense que c'est très très important, cette belle découverte et ces beaux archives qui nous fait remonter à un temps où on ne le sait même pas, on vient de le découvrir. Même Mario, c'est un écrivain, il date de 1840, il a halluciné, pardon Mario. Il a halluciné. Je date Non mais, ce qu'il y a peut-être de touchant, hormis l'événement, c'est que moi je ne suis pas contre la dématérialisation de l'information. Je vis à distance les sources en Italie, en Amérique, en Finlande, avec ma famille, les copains, sans les réseaux, sans l'électronique, sans la moitié de mes bouquins, je n'aurais pas pu m'informer. Mais quand même, recevoir une lettre, aller à la boîte aux lettres, retrouver, avoir le cœur qui bat, peur, pas savoir si c'est on se quitte ou je sais pas quoi, ou des sous qu'on doit, et puis l'ouvrir, alors on l'ouvre avec les ciseaux, on l'ouvre avec les mains, en le déchirant fébrilement, puis tout à coup, on lit une lettre qui n'est pas très bien écrite, mais qui est touchante, on la referme. Très bien, cette cérémonie-là, par rapport à appuyer sur un bouton et voir un texte, c'est quand même dommage. Alors cette liasse extraordinaire, c'est une émotion qui va bien au-delà de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette matérialité qu'on a la chance d'avoir cette correspondance entre Gustave Courbet et Mathilde Carly de Svazima, parce que s'ils avaient vécu aujourd'hui, ils auraient échangé par mail ou sur TikTok, et on n'aurait sans doute pas de trace de cet échange entre ces deux personnages finalement. Et donc, à l'époque, ils n'avaient pas le choix évidemment, ils s'écrivaient, voilà, ils prenaient une plume, du papier. Donc quelque part, les gens curieux qui ont été touchés, ils auront presque envie de vous dire, je peux pas les voir et on n'a pas le droit de les toucher. Alors, parlons, il reste 3 minutes. Donc, comment, pour conserver tout ça, c'est une grosse partie de votre travail quand même. Et il y a des vieux matériaux, ça prend du temps, il y a des gens spécialisés là-dedans, il y a une protection. Oui, peut-être je peux répondre sur ce point. Une des raisons pour lesquelles on déménage et on quitte ce magnifique bâtiment, c'est que malheureusement la sécurité incendie n'est pas idéale. Et donc dans le nouveau bâtiment, on sera plus tranquille de ce point de vue-là. Sinon, donc, ce qu'on fait effectivement, la plus grande partie de notre travail, c'est de bien décrire tous les documents qu'on a pour que les lecteurs, soit archives ou bibliothèques, puissent les utiliser. C'est ça fondamentalement notre métier. Et après de les conserver de la meilleure manière possible. Donc ça, effectivement, ça prend beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de documents. Très bien, on va devoir conclure là-dessus. Il est 11h57, vous êtes à l'écoute de Radio Sud 101.8 FM et Radio Sud.net. Le spécial rentrée de septembre à tout livre.